Imaginez-vous réveiller un jour et réaliser que vos pensées, vos actions et vos désirs ne vous appartiennent plus entièrement, qu'une force invisible mais d'une puissance écrasante tire les ficelles de vos décisions et façonnant votre manière de vivre. L'addiction est l'un des aspects les plus complexes et les plus mal compris de la psychologie humaine, une force capable de remodeler les identités, de détruire les relations et de piéger même les esprits les plus forts dans des cycles d'autodestruction. Mais si je vous disais que l'addiction ne concerne pas seulement les substances, que sous chaque compulsion, chaque envie irrépressible, il existe une histoire plus profonde, une histoire d'un esprit essayant de faire face, de fuir et de survivre. Aujourd'hui, nous allons démêler la psychologie complexe de l'addiction, exposer ses mécanismes cachés et révéler la vérité la plus puissante de toute une vérité qui pourrait redéfinir non seulement l'addiction elle-même, mais aussi notre compréhension du comportement humain dans son ensemble. À la fin de ce voyage, vous aurez une compréhension plus profonde de l'addiction et des connaissances qui pourraient changer la façon dont vous vous voyez, ainsi que ceux qui vous entourent. Alors qu'est-ce exactement que l'addiction ? Est-ce une maladie, un choix ou quelque chose entre les deux ? La vérité est que l'addiction n'est pas simplement un manque de volonté ou une défaillance morale, comme beaucoup de gens le croient. Les neurosciences nous ont montré que l'addiction altère fondamentalement la structure et le fonctionnement du cerveau, reconfigurant les circuits responsables du plaisir, de la motivation et du contrôle de soi. Ce reconditionnement est ce qui rend l'addiction si puissante et si difficile à briser. Au fond, l'addiction est enracinée dans le système de récompense du cerveau. Le neurotransmetteur dopamine, souvent appelé la molécule du plaisir, joue un rôle central dans ce processus. Chaque fois que nous éprouvons quelque chose d'agréable, que ce soit manger notre plat préféré, atteindre un objectif ou recevoir des éloges, notre cerveau libère de la dopamine, renforçant ce comportement et nous encourageant à le répéter. Ce mécanisme est essentiel à la survie, garantissant que nous recherchions la nourriture, la connexion sociale et d'autres expériences positives. Cependant, les substances et comportements addictifs détournent ce système. Les drogues, par exemple, inondent le cerveau de dopamine en quantités anormales, créant une intense poussée d'euphorie. Avec le temps, le cerveau s'adapte à cette surstimulation en réduisant sa production naturelle de dopamine et en diminuant le nombre de récepteurs disponibles pour la traiter. Cela signifie que les activités qui autrefois procuraient du plaisir, comme passer du temps avec des proches ou pratiquer des loisirs, deviennent ternes et insatisfaisantes. Le cerveau en vient alors à désirer intensément cette euphorie artificielle, menant à une utilisation compulsive malgré les conséquences négatives. Mais l'addiction, ce n'est pas seulement une affaire de chimie cérébrale. Elle est aussi profondément enracinée dans nos émotions, dans notre histoire personnelle. Beaucoup de gens se tournent vers des comportements addictifs pour échapper à la douleur, aux blessures du passé ou à un mal, être intérieur qu'ils n'arrivent pas à apaiser autrement. Les études le confirment. Vivre des expériences difficiles pendant l'enfance, négligence, abus, instabilité émotionnelle augmentent nettement les risques de développer une addiction plus tard. Et c'est logique. Face à un stress chronique ou à une souffrance intérieure, notre cerveau cherche instinctivement un moyen de soulager la douleur. Alors, si une substance ou un comportement offre un répit, même temporaire, le piège de l'addiction commence doucement à se refermer. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous attrapé votre téléphone sans vraie raison, juste pour fuir un moment d'inconfort ou de vide intérieur ? Ce petit geste, anodin en apparence, est en réalité un parfait exemple, à petite échelle, de la mécanique de l'addiction. Souvent, l'addiction n'est rien d'autre qu'une fuite. Une tentative désespérée d'échapper à une réalité trop lourde, de calmer l'anxiété, ou de remplir un vide émotionnel. Et l'esprit humain, brillant comme il est, sait se raconter des histoires pour rendre cette fuite plus acceptable. Les personnes prises dans le cycle de l'addiction se persuadent qu'elles contrôlent encore la situation, qu'elles peuvent arrêter quand elles le décideront. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Ce malaise intérieur, qui naît quand nos actions sont en conflit avec nos croyances profondes. Plutôt que d'affronter cette réalité douloureuse, le cerveau préfère créer des justifications. J'en ai besoin après cette journée de dingue. Tout le monde le fait, ce n'est pas si grave, je peux arrêter quand je veux, pas de problème. Ces petites rationalisations, souvent répétées, nourrissent et renforcent l'addiction, rendant la sortie encore plus difficile. Et il faut comprendre aussi que l'addiction ne tourne pas uniquement autour de la substance ou du comportement lui-même. Tout l'univers qui les entoure, les lieux,
Les habitudes, les personnes deviennent partie intégrante du problème. Un fumeur, par exemple, n'a pas seulement envie de nicotine, il cherche aussi ce rituel, cette pause cigarette qui vient ponctuer sa journée. Un joueur compulsif ne court pas uniquement après l'argent. Il est accro à l'adrénaline du risque, à cette montée d'excitation avant de connaître le résultat. Tous ces éléments agissent comme des déclencheurs, ancrant encore plus profondément l'addiction dans le quotidien, jusqu'à transformer un simple comportement en véritable mode de vie. Et c'est là que l'addiction déploie toute sa puissance. Elle ne se contente pas d'exploiter nos circuits du plaisir. Elle pirate aussi notre capacité naturelle d'apprendre et de nous adapter. À force de répétition, elle reprogramme le cerveau. Rechercher la substance ou l'expérience addictive ne devient plus un choix conscient, mais un besoin vital. Un besoin si fort qu'il finit par écraser tout le reste. Les relations, les responsabilités, parfois même l'instinct de survie. C'est pour cela que l'addiction peut être si destructrice, poussant les gens à agir contre leurs propres intérêts, même lorsqu'ils sont pleinement conscients des conséquences. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de se libérer, que malgré toute la puissance de l'addiction, il existe une clé cachée pour la surmonter. Dans la prochaine section, nous allons explorer les déclencheurs psychologiques qui alimentent l'addiction, les forces invisibles qui façonnent nos habitudes, ainsi qu'une découverte révolutionnaire qui pourrait changer à jamais notre compréhension et notre manière de vaincre l'addiction. Si l'addiction est si profondément ancrée dans le cerveau, est-il vraiment possible de s'en libérer ? La réponse ne réside pas uniquement dans la force de volonté, mais dans la compréhension des forces psychologiques qui alimentent l'addiction dès le départ. Pour échapper à son emprise, nous devons découvrir les déclencheurs cachés, les schémas subconscients et les besoins émotionnels qui nourrissent les comportements compulsifs. L'un des aspects les plus négligés de l'addiction est le rôle des indices environnementaux. Le cerveau apprend par association, ce qui signifie que des lieux, des personnes et des émotions spécifiques deviennent liées au comportement addictif. Imaginez quelqu'un qui boit toujours de l'alcool lorsqu'il se sent stressé. Avec le temps, le cerveau établit un lien automatique entre le stress et la consommation d'alcool, rendant presque impossible de ressentir l'un sans désirer l'autre. C'est pourquoi de nombreuses personnes luttent pour arrêter même après de longues périodes d'abstinence. Leur environnement est rempli de rappels qui déclenchent ce cycle addictif. Une étude célèbre, connue sous le nom d'expérience sur l'héroïne pendant la guerre du Vietnam, illustre cela parfaitement. Pendant la guerre, un nombre choquant de soldats américains sont devenus dépendants à l'héroïne. Les rapports militaires estimaient que près de 20% des soldats avaient développé une addiction sérieuse. Cependant, lorsque ces soldats sont rentrés chez eux, quelque chose de remarquable s'est produit, la plupart d'entre eux ont arrêté presque instantanément. Comment cela a-t-il été possible ? La réponse réside dans leur environnement. Au Vietnam, la consommation d'héroïne était liée au stress, au danger et à la guerre. Mais une fois de retour à la maison, loin de ces déclencheurs, l'addiction a perdu son emprise. Cette expérience a révélé une vérité essentielle. L'addiction ne dépend pas uniquement de la substance elle-même, mais de tout le contexte dans lequel elle existe. Si changer d'environnement suffisait, alors pourquoi voit-on autant de personnes rechuter, même après une cure de désintoxication, un déménagement, ou après avoir coupé les ponts avec des influences toxiques ? Parce que l'addiction, ce n'est pas seulement une histoire de physique ou d'environnement. Elle est profondément émotionnelle. Très souvent, l'addiction commence comme une forme d'automédication. Les gens ne cherchent pas seulement à ressentir du plaisir, ils cherchent surtout à échapper à des émotions douloureuses. La solitude, l'anxiété, la honte. Le cerveau apprend vite que certains comportements apportent un soulagement temporaire, même si, sur le long terme, ils entraînent des conséquences destructrices. C'est pour ça qu'on parle de l'addiction comme d'un mécanisme d'adaptation détourné. Il ne s'agit pas seulement de courir après le plaisir, il s'agit surtout d'éviter la douleur. Un excellent exemple de cette dynamique, c'est l'expérience du Rat Park, menée par le psychologue Bruce Alexander. Au départ, les chercheurs plaçaient des rats seuls dans de petites cages sans rien à faire. Ils leur proposaient deux choix, de l'eau pure ou de l'eau mélangée à une drogue. Presque à chaque fois, les rats choisissaient l'eau droguée, jusqu'à en mourir parfois d'overdose. À l'époque, cela semblait prouver que les drogues étaient naturellement addictives. Mais Bruce Alexander a une autre idée, et si le problème n'était pas la drogue en elle-même, mais l'environnement et l'état émotionnel dans lequel se trouvaient ces rats? Pour le vérifier, il a construit le Rat Park, un immense espace rempli de nourriture, de jeux et surtout de compagnons.
Dans cet environnement riche et stimulant, on a proposé à nouveau aux rats de choisir entre l'eau pure et l'eau droguée. Le résultat? La plupart ignoraient complètement l'eau droguée. Ils n'étaient tout simplement pas intéressés. Ils n'avaient pas besoin d'échapper à quoi que ce soit, leur vie avait déjà du sens, de la stimulation et de la connexion. Cette expérience nous montre une vérité fondamentale. L'addiction prospère dans l'isolement et le désespoir, mais elle s'efface dans un environnement où règne la connexion, la joie et le but. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les humains? Cela veut dire que sortir de l'addiction ne consiste pas seulement à résister aux envies. Il s'agit surtout de remplir ce vide émotionnel avec quelque chose de plus profond, de plus riche. Beaucoup échouent à surmonter leur addiction parce qu'ils concentrent toute leur énergie sur arrêter sans s'occuper de la cause intérieure, du vide qui est resté là. La vraie guérison, ce n'est pas juste une histoire de privation, c'est une histoire de transformation. C'est pour cette raison que les traitements les plus efficaces ne se contentent pas de dire « évite les déclencheurs ». Ils travaillent à reconstruire une vie entière, pleine de sens et de liens. Les recherches montrent que les personnes qui réussissent leur rétablissement sont celles qui investissent dans un travail porteur de sens, des relations humaines solides et une vraie croissance personnelle. Le véritable changement vient quand on passe de l'état d'esprit « je dois arrêter » à « vers quoi est-ce que je veux aller ». Plutôt que de lutter sans cesse contre les envies, ceux qui s'en sortent construisent de nouvelles passions, de nouveaux projets, de nouveaux liens. Mais même avec la meilleure volonté du monde, l'auto-sabotage guette. Pourquoi certains arrivent-ils à se libérer, alors que d'autres restent coincés dans ce cercle infernal? La réponse tient en un mot, neuroplasticité. Notre cerveau n'est pas figé. C'est un organisme vivant, capable de changer, de se réorganiser tout au long de notre vie. Et c'est une excellente nouvelle, parce que cela veut dire qu'être dépendant aujourd'hui n'est pas une condamnation pour demain. Le cerveau peut apprendre, se réparer et se reconstruire. Des études scientifiques ont montré que la méditation, l'exercice, la thérapie et même de simples changements d'habitude peuvent créer de nouveaux circuits neuronaux, affaiblissant progressivement le pouvoir de l'addiction. Lorsque quelqu'un choisit à plusieurs reprises un mécanisme d'adaptation plus sain, plutôt qu'un comportement addictif, son cerveau commence à renforcer ce nouveau comportement. De la même manière que l'addiction se construit par la répétition, la guérison se construit aussi par la répétition. Mais il reste une pièce du puzzle, une pièce dont peu de gens parlent, et pourtant, elle détient le pouvoir de tout changer. Dans la prochaine section, nous allons explorer l'élément final et le plus profond de la guérison de l'addiction, le rôle de l'identité. Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à se libérer définitivement de l'addiction, tandis que d'autres rechutent encore et encore? La réponse est cachée dans la façon dont nous nous percevons nous-mêmes, et la découvrir pourrait être la clé pour se libérer une bonne fois pour toutes. L'un des moteurs les plus négligés mais les plus puissants de l'addiction est l'identité. La manière dont nous nous voyons, notre perception de nous-mêmes, peut soit nous maintenir prisonniers de l'addiction, soit nous libérer. Beaucoup de personnes tentent de cesser leur comportement addictif en s'appuyant uniquement sur la volonté. Mais elles échouent parce qu'elles n'ont pas changé leur identité fondamentale. Voyez les choses ainsi. Si quelqu'un se considère comme un fumeur qui essaie d'arrêter, son identité reste toujours liée au tabagisme. Même s'il résiste pendant des jours ou des semaines, il continue à s'identifier comme un fumeur qui fait juste une pause. Mais s'il change son identité en « je suis non-fumeur », la lutte devient différente. Il ne se bat plus contre lui-même. Il s'aligne simplement avec une nouvelle version de qui il est. Les psychologues ont étudié ce phénomène en profondeur, avec un concept bien connu dans les sciences comportementales, les habitudes basées sur l'identité. L'idée est simple. Les gens sont beaucoup plus susceptibles de maintenir des comportements qui correspondent à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Si quelqu'un s'identifie comme une personne en bonne santé, il est plus susceptible de faire des choix qui renforcent cette croyance. Si quelqu'un se voit même inconsciemment comme un addict, il continuera à adopter des comportements qui soutiennent cette identité. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui rechutent disent des choses comme « je foire toujours tout » ou « je savais que je n'y arriverais pas ». Ces phrases ne sont pas seulement des expressions de frustration. Elles reflètent une identité profondément enracinée. Pour vraiment se libérer, une personne doit réécrire son récit intérieur. Elle doit se voir non pas comme quelqu'un qui lutte contre l'addiction, mais comme quelqu'un qui a déjà dépassé cette addiction. Mais comment change-t-on d'identité? Le processus n'est pas instantané, mais il commence par de petits pas intentionnels. Chaque fois qu'une personne fait un choix qui correspond à l'identité qu'elle désire, elle renforce cette nouvelle image d'elle-même. Lorsqu'un ancien addict choisit d'aller se promener au lieu d'utiliser une substance, il vote pour son nouveau soi.
Lorsqu'il engage une conversation significative au lieu de fuir dans une habitude destructrice, il renforce sa nouvelle identité. Avec le temps, ces petites décisions reconfigurent la façon dont le cerveau se voit lui-même. Cependant, il existe un défi, les souvenirs. Le passé peut être un fardeau lourd. Beaucoup de personnes luttent avec la honte et la culpabilité liées à leurs addictions passées. Ces émotions peuvent être si écrasantes qu'elles les maintiennent piégées dans un cycle d'autodestruction. Elles pensent « J'ai déjà échoué tellement de fois, pourquoi cette fois serait-elle différente ?» Mais voici la vérité. Le passé ne définit pas l'avenir. Les neurosciences ont prouvé que le cerveau est en constante évolution. Les vieilles habitudes et les anciens schémas peuvent être désappris et remplacés par de nouveaux. Ce qui importe n'est pas d'où vient une personne, mais où elle va. La clé pour surmonter l'addiction est d'arrêter de s'identifier aux erreurs passées et de commencer à construire une nouvelle vision de l'avenir. Un exemple remarquable de cela vient des études sur la croissance post-traumatique. Alors que le traumatisme conduit souvent à l'addiction, les chercheurs ont découvert que certains individus émergent de leur lutte plus forts que jamais. Au lieu d'être définis par leur douleur passée, ils utilisent cette douleur comme carburant pour une transformation personnelle. Ils passent de « je suis brisé » à « je suis résilient ». Ce changement de perspective n'est pas seulement psychologique, il est également neurologique. Les IRM du cerveau ont montré que lorsque les gens revoient leurs expériences passées sous un angle positif, de nouvelles connexions neuronales se forment, renforçant un sentiment de pouvoir plutôt que d'impuissance. C'est pourquoi des techniques de thérapie telles que la restructuration cognitive et la pleine conscience sont si efficaces. Elles aident les individus à voir leur passé non comme une condamnation, mais comme une leçon. Mais il existe une dernière couche essentielle, quelque chose de si fondamental que sans elle, un véritable changement est presque impossible. Dans la prochaine section, nous allons révéler la force la plus puissante pour se libérer de l'addiction, l'élément qui relie tout ensemble et qui détermine si une personne reste piégée ou si elle entre dans une nouvelle vie. Cet élément final est ce qui fait la différence entre un changement temporaire et une transformation permanente. Il existe un dernier élément qui fait la différence entre un changement temporaire et une transformation durable, la connexion. Au fond, l'addiction ne concerne pas seulement les substances, les comportements ou même la chimie du cerveau. Elle concerne la déconnexion de soi, des autres et d'un sens plus profond du but. C'est pourquoi tant de personnes piégées dans l'addiction décrivent un sentiment d'isolement, même lorsqu'elles sont entourées d'autres personnes. Leur addiction n'est pas seulement une envie physique, c'est une fuite d'un vide intérieur. Johann Hari, dans ses recherches révolutionnaires sur l'addiction, a déclaré « L'opposé de l'addiction n'est pas la sobriété. L'opposé de l'addiction est la connexion. » Cette affirmation reflète une vérité profonde. Étayée par la science et l'expérience humaine, les personnes qui se sentent connectées à leur communauté, à leur passion et à leur sens de la signification sont beaucoup moins susceptibles de sombrer dans des addictions destructrices. Pensez à la façon dont l'addiction prospère dans la solitude. Lorsque les gens se sentent invisibles, inentendus ou sans importance, ils cherchent du réconfort dans les substances, le jeu, les réseaux sociaux ou toute autre activité qui offre un soulagement temporaire. Mais ce confort est une illusion. Il apaise les symptômes tout en approfondissant la cause. C'est pourquoi se libérer de l'addiction nécessite plus que simplement arrêter. Cela demande de reconstruire les connexions perdues. Le pouvoir de la connexion est évident dans l'un des modèles de rétablissement de l'addiction les plus réussis au monde. Alcoholics Anonymous, AA. Bien que AA soit souvent associé aux 12 étapes, sa véritable force réside dans quelque chose d'encore plus profond, la communauté. Lorsque des personnes aux prises avec l'addiction rejoignent un groupe de soutien, on ne leur donne pas seulement des stratégies pour arrêter, on leur offre des relations. Elles trouvent d'autres personnes qui comprennent leur douleur, qui les soutiennent sans jugement et qui leur rappellent qu'elles ne sont pas seules. Des études scientifiques confirment cela. Les recherches montrent que les individus en rétablissement qui s'engagent activement dans un réseau de soutien solide ont des taux de rechute beaucoup plus faibles que ceux qui essaient d'arrêter seuls. Et cela n'est pas seulement psychologique, c'est aussi biologique. Lorsque les gens expérimentent une connexion authentique, leur cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien social. Cette hormone réduit le stress, augmente la confiance et crée un sentiment d'appartenance, contrecarrant le vide émotionnel qui alimente l'addiction. Mais la connexion ne se limite pas aux relations humaines. Elle inclut également la connexion au but. Beaucoup de personnes aux prises avec l'addiction décrivent le sentiment d'avoir perdu leur moi. Elles ne recherchent pas seulement du plaisir, elles cherchent un sens.
C'est pourquoi certaines des histoires de rétablissement les plus puissantes viennent d'individus qui ont découvert une nouvelle mission dans la vie, que ce soit à travers l'expression créative, l'aide aux autres ou la quête de croissance personnelle. Un exemple puissant se retrouve dans la vie d'anciens addicts devenus conseillers en addiction. Ils prennent leur passé douloureux et le transforment en source de force, utilisant leur expérience pour aider les autres à se libérer. Ce passage de la souffrance au service crée un sentiment profond d'épanouissement. Au lieu de fuir leur passé, ils l'utilisent comme un outil de changement. C'est un facteur clé du rétablissement à long terme. Non seulement éviter l'addiction, mais avancer vers quelque chose de plus grand. Mais que faire si quelqu'un ne ressent pas encore ce sens du but? Que faire s'il est toujours piégé dans le cycle, incapable de voir une sortie? La réponse est simple: commencez petit. Des études en psychologie positive montrent que même de petits actes de but, faire du bénévolat, créer quelque chose de significatif, ou simplement aider un ami, commence à reconfigurer le cerveau. Il crée un passage d'un état d'esprit autodestructeur à un état d'esprit orienté vers la contribution. Et à mesure que ce changement se produit, l'addiction perd de son pouvoir. Cela nous amène à la vérité finale. La guérison ne consiste pas à devenir une personne parfaite. Il ne s'agit pas de ne jamais lutter à nouveau. Il s'agit d'apprendre à naviguer dans la vie avec de nouveaux outils, de nouvelles connexions et une nouvelle identité. Il s'agit de réaliser que l'addiction ne définit pas une personne. Ce qui la définit, c'est son choix de s'élever au-delà. Alors si vous ou quelqu'un que vous aimez lutte contre l'addiction, souvenez-vous de ceci. Le chemin vers la liberté ne se trouve pas dans la force de volonté seule. Il se trouve dans la compréhension des schémas du cerveau, la reconstruction de l'identité et surtout la reconnexion à soi-même, aux autres et à un sens plus profond. Parce que l'addiction peut être puissante, mais la résilience humaine est plus forte. Merci de votre attention.